On va accueillir notre invité GM Sapiens, le sage de l'on-chain. Comment vas-tu? Et hello vous deux. Putain, on me fait rentrer sans prévenir. Vous allez bien? Ah, pardon. Salut Beauty, salut Elle était Smart. un peu bourrin. Non, non, mais heureusement que j'étais pas en train de me curer le nez ou autre. Non, je rigole. Mais du coup, Non, ça fait plaisir de vous avoir. Ça fait bien longtemps qu'on s'était pas vu, en tout cas. Je c'est suis vrai, passé hier sur le live Decrypted d'ailleurs. tout à fait. Mais du coup, voilà, ça fait extrêmement plaisir parce qu'on s'était déjà fait, je crois, un seul ou deux, non, deux lives, je crois, Deux, ensemble. ouais. Avec Bifresh mais je crois jamais avec toi Smart Non, en tout une cas. grande première. Buty, je crois que oui, le dernier qu'on l'a fait, je crois que c'était ensemble, il Ouais, me ouais. semble. On Et était bah avec écoutez, bah bonjour à tous. C'est vrai que j'espère que on va essayer de pas faire doublon avec ceux qui ont suivi le live d'hier. Dans tous les cas, j'ai pas mal de graphes et à chaque fois ça va être un peu le même fond de message quand même. Donc voilà, j'ai pas pu voir du coup tout ce que vous aviez dit, mais j'imagine que, enfin, si vous pouvez me faire un petit topo pour voir si je vais à contre-courant, si je vais dans le même sens que vous, sur ce que vous pensez en fait du marché, ce qui peut se passer à court moyen terme, on va dire, ça peut être pas mal. Bon, une phrase, je crois qu'on est en longue season, hein. Ça peut être pas mal, Les ça peut être dips, pas mal. les dips sont faits pour être achetés. Et puis voilà, IMO, on a quand même potentiellement quelques semaines qui peuvent bien se profiler à l'horizon. Hmm. Avec Buty, on avait étudié un petit peu, si tu veux, ce cycle. Il a une construction particulière quand même, par étage un petit peu. Et donc là, je pense qu'on est effectivement en train de build un prochain étage. Moi, selon moi, la prochaine target, c'est potentiellement quelque part entre 130, 150, avant peut-être là de prendre une nouvelle pause à Hmm. nouveau et d'avoir peut-être cette sorte de consolidation qui soit sera le top final, et en fait c'était le dernier run, soit nous amènera encore vers une dernière leg qui, elle, est peut-être la clé d'un BTC à plusieurs fois 6 chiffres, quoi. Mais bon, on le prend étape par étape. C'est ça, exactement. Mais en tout Ça, cas, ouais, c'est. c'est- on a une normalisation du BTC à 100K. On a pu échanger sur X et je pense que tu as Hmm. t'as de la data là-dessus parce qu'il y a eu des gros bailleurs sur ces niveaux-là. Donc ouais, ouais, il y a de quoi être optimiste en tout cas à court moyen terme. C'est ça, il y avait pas mal d'ordres de vente, mais il y avait finalement, en fait, bah, c'est comme tout principe, hein, le déséquilibre était plutôt à, à l'avantage des acheteurs, donc c'est plutôt intéressant de voir ça, que malgré le fait je crois qu'on avait pas mal, enfin on avait énormément de pression vendeuse sur les 108, 110K, avec sur quelques tweets que j'avais vus, et finalement, bon là on est un peu dessus, donc c'est plutôt intéressant de voir que ça se maintient bien. Et c'est vrai que l'ambiance, bah écoutez, moi je la vois assez un peu pareil. Je vais vous partager mon écran si ça vous va également. Avec grand plaisir, Tac. pas de souci. Donc, du coup, pour ceux qui me connaissent pas forcément, donc je suis du coup Crypto Sapiens, Adrien pour les intimes. Je suis ce qu'on appelle un analyste on-chain. Donc l'objectif c'est de en fait regarder ce qui se passe sur la blockchain, spécifiquement sur BTC, un peu sur Ether et sur les alts aussi petit à petit, parce que l'objectif ça va être évidemment de pouvoir se servir de ces données-là pour essayer de comprendre le marché. Et en fait le but de cette approche est vraiment en fait n'est pas du tout pour remplacer l'analyse technique, fonda ou etc. C'est vraiment une approche qui va nous permettre de comprendre derrière le comportement des investisseurs comme vous et moi, comme les institutions, comme, comme les ETF, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont en train de vendre? Est-ce qu'ils sont en train de prendre des profits, prendre des pertes? Est-ce qu'ils accumulent? Est-ce qu'ils conservent? Et en fait, tout ça nous ramène un peu à de la psychologie humaine, de la psychologie de l'investissement. Et ça va nous permettre vraiment de pouvoir bah voilà, comprendre nous où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on a envie d'être un peu comme la smart money, ou est-ce que finalement, moi je sais que rétrospectivement, en 2021, je connaissais pas du tout l'analyse on-chain, et typiquement j'étais le noob de base qui achetait tous les tops et qui vendait tous les bottoms. Et typiquement, c'est pas ce qu'on veut faire aujourd'hui. On a envie de faire de l'argent, on n'est pas là pour jouer au POG. Donc forcément, on va essayer de se baser sur ce qu'on aime bien. Je pense que Smart et Beauty on vous ont fait un très bon aperçu pendant les 45 premières minutes de ce que pouvait donner l'analyse technique. Moi, je vais vous montrer ce que je peux voir avec l'analyse on-chain. Et encore une fois, c'est extrêmement complémentaire. Ça ajoute une nouvelle couche de compréhension qui sont très complémentaires. Là où je travaille au sein de l'académie d'Alan, ce qui est bien, c'est que je travaille avec un trader professionnel. Et en fait, tous les lundis, on se fait un live, par exemple, en duo, où on compare toutes nos targets, tout ce qu'on voit sur le marché. Hmm. Et pour l'instant, en fait, c'est assez impressionnant de Concluant. voir que, en fait, on voit les mêmes choses.
Mais du coup, en fait, comparativement, ou je sais pas si par exemple tu parles de FIBO, tu parles d'autres indicateurs qui sont extrêmement pertinents, mais nous on arrive à voir que bah ouais, en fait, c'est des éléments de surchauffe, etc. Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui peuvent prendre leur profit ici, etc. Tout ça. Donc c'est vraiment très pertinent et je pense qu'on le verra justement ici. Ouais, et Bah, bah en tout écoute, cas, c'est avec un grand plaisir, hein, et merci à toi pour ton passage ce matin, de venir nous éclairer un petit peu sur tes lanternes en termes de on-chain, particulièrement en ce jour historique, hein, de nouvelle C'est ATH. vrai. Et Je fais Pizza spawn. Day aussi. t'as Et tellement bien ouais, suivi le Pizza timing. Day. Pizza Day est tellement surcoté comme news le matin. Franchement, à chaque année, c'est toujours la même chose. Bon, Oui, après, mais c'est là, vrai que. c'est un nouvel ATH lors du Pizza Day. C'est quand même beau. C'est symbolique. Moi, C'est j'ai Oui, vrai. bien ouais, aimé. ouais, c'est J'ai clair. bien aimé le petit coup de pouce, enfin le petit clin d'œil, pardon. Je rebondis en tout cas sur ce que tu disais et ouais, moi je suis complètement en phase sur cette complémentarité des disciplines et d'aller chercher des points de convergence justement entre ces disciplines, donc que ce soit l'analyse, ça peut être l'analyse fondale, l'analyse technique, l'analyse on-chain, de croiser un petit peu tout ça et c'est un petit peu l'ADN qu'on essaye d'avoir chez Wen avec nos lives variés pour en gros proposer différents angles de vue sur le marché crypto pour permettre à tout à chacun de mieux y agir, de mieux naviguer sans tomber dans l'oracle parce que personne ne l'est. Mais voilà, donc on est ravis de t'accueillir ici et je vais mettre ton écran quand t'es Yes. prêt et te laisser dérouler Ouais. Bah, tout du coup, ça. c'est vrai que je vais continuer ce petit disclaimer, tu fais très bien de le dire. Tout ce en tout cas, tout ce que je veux vous avancer, encore une fois, comme tu l'as dit, on n'est pas des oracles, on n'a pas de boule de cristal. On fait tout ce qu'on dit ici, en tout cas, on le dit, je pense, en toute honnêteté, en toute franchise et en toute bienveillance. Par exemple, si je vous parle de target, de cible à la hausse, etc., c'est parce que moi, personnellement, j'y crois aussi. Je vais pas vous les dire pour vous faire FOMO, pour vous faire croire au miracle ou je ne sais quoi. Donc, si jamais ça va pas dans ce sens, sachez qu'évidemment, bah, enfin, moi-même, par exemple, j'en serais le premier déçu et peut-être que, évidemment, je me retrouverais un peu démuni face à ça. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi par rapport à tout ce qu'on va dire, d'avoir vos propres axes de réflexion à vous. Et surtout, ça, j'en parlerai vraiment tout à la fin parce qu'on va un peu parler des cibles et on pourra peut-être les mettre en relation ensemble, justement, les targets qu'on a entre on-chain et technique. Mais vraiment, à partir d'aujourd'hui, parce que c'est très important, de pouvoir vraiment faire un plan. Je vous le conseille, et je le répète, je viens de faire un post sur X à ce propos. Faites des plans puisque psychologiquement, quand justement, si jamais on devait pumper à 120, 130, 150, peu importe, 200, sait-on jamais, ce sera pas dans ces moments-là où on sera les plus à même, psychologiquement parlant, d'être lucide sur une situation. Et donc, si on fait un plan dès maintenant qui sont basés non pas sur de la magie, mais bien sûr sur ce que l'on voit en analyse technique ou en on-chain, ça peut être extrêmement intéressant. Enfin, ce sera le plus pertinent en fait, si vous voulez. Et surtout, vous ne vous en voudrez jamais d'avoir pris des profits. Typiquement, moi, en mars 2024, pour ceux qui étaient là sur ce cycle, par exemple, je n'avais pas forcément de plan et je m'étais fait un peu porter par la hype de l'arrivée des ETF et malheureusement, j'ai pas pris autant de profit que je le voulais, malgré en fait les signaux que je voyais. Du coup, en décembre, janvier, j'ai été un peu mieux, mais c'est pareil, je crois que j'ai dû louper, je crois que j'avais noté 10-15% en fait de gains latents que j'avais pas pu sécuriser et que j'ai perdu avec ce qui s'est passé ensuite les prochains mois. Donc en fait, c'est toujours des petites choses où on n'est pas parfait, mais il faut quand même toujours être lucide sur le fait que, ok, si j'ai un plan à l'avance, logiquement, en fait, le jour où, même si notre cerveau nous dira non, mais t'avais marqué de prendre des gains à 125, mais le fais pas, on va peut-être monter à 140. Et c'est quand même bien de le faire. Je sais pas Ah, si vous ouais, avez déjà ouais. eu ce vécu, mais Ah c'est quand bah, même t'as le plus important. Ouais. tous eu ce vécu, c'est clair. Ça, c'est sûr. Faut jamais regretter ses C'est prises de profit, de toute façon. Faut jamais les regretter. On peut regretter des pertes, mais les prises de profit, ça reste des profits. Et voilà. Donc, Moi, et surtout j'ajouterais sur un même. marché Mm. aussi incertain que tout ça, quoi. Aussi incertain que les cryptos. Ouais, vas-y, Smart. Tout à fait. J'ajouterais même un peu aussi le côté, le timing en fait avec les profits. Le sens, les stabs qu'on récupère, on a des fois tendance à les réinvestir aussi beaucoup trop vite, si Mm. tu veux. Et des fois, en fait, tu t'es pas trop mal edgé, t'es sorti, peut-être pas au top ultime, mais si tu veux, t'es sorti assez bien. Mais en fait, là où ça fait la différence, par exemple, ça, on a pu le voir, ceux qui auraient pris des profits genre en mars 2024, s'ils se laissaient un petit peu de temps, ils revenaient en août-septembre 2024, leur pouvoir d'achat, il était démultiplié, en particulier sur les alts. Là, quelqu'un qui sortait en décembre, janvier, je sais pas, quelque chose comme 25-30%, voire plus, moins, peu importe, mais
il gardait cette poche et qu'il n'était pas à vouloir la réinvestir dès février, mais plutôt d'attendre vraiment un vrai event ou quelque chose, si tu veux, ou du temps, et ben là, tu en profites vraiment de tes stables, quoi. 100%. 100%. C'est très important de le rappeler, je trouve. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que le fameux. Là, en ce moment, je le vois bien passer, mais c'est vrai que le fameux faire des screens de son wallet, c'est que fictif. Et c'est vrai que moi, encore, il y a de ça 1 an et demi, j'étais le premier à l'avoir fait et j'ai pas pris tous les gains que je voulais. Et ça, je m'en suis pas mal voulu. Donc, en fait, on apprend encore petit à petit. Hein, mais La théorie du screenshot, elle est puissante. Hein. Elle est très puissante. Ouais. Elle est très, très puissante. Et le pire, c'est que je me souviens vraiment l'avoir fait. Hein. J'avais fait un x8 entre octobre 2023 et mars 2024 lors du premier ATH aux 73 000 $. Et je me suis retrouvé à juste un x3, x4. J'ai quand même perdu 50% des gains latents à cause de tout ce qui s'est passé sur les alts. Et c'est vrai qu'en novembre-décembre, j'ai bien mieux géré quand même cette aversion, en tout cas, à la prise de. Et du coup, tu dirais que le Unchained, ça t'aide un petit peu à avoir ce edge, c'est-à-dire une sorte de baromètre un petit peu qui peut te dire, bon là, Adrien, c'est l'heure, quoi. Quoi qu'il arrive, parce que les sentiments peuvent toujours avoir tendance à te jouer des tours. Même au niveau AT, le biais en fait avec lequel des fois tu abordes la charte, si tu veux, va te faire obstruer un potentiel scénario aussi. Alors que l'AT, c'est quand même, enfin le on-chain, c'est quand même assez factuel, c'est-à-dire qu'on la cheat pas, on triche pas avec le on-chain. C'est ça. Vois, mais en fait, tu peux tricher avec ta trendline, machin et tout. Enfin, tu sais, c'est un peu, ça s'adapte à toi et à tes biais. Ouais. Le on-chain, c'est factuel. Ouais. Je comprends tout à fait. En fait, le gros problème, c'est comme tu dis, c'est que des fois, tu peux avoir les signaux qui te disent de potentiellement soit de vendre, oui, de sécuriser des gains, etc. Mais en fait, historiquement parlant, ils sont déjà allés plus haut. Et donc tu te dis, oui, mais en fait, si je m'arrête là et que ça va finalement plus haut, comme c'est arrivé dans, je sais pas, il y a de ça sur 2021 ou sur 2017, je serais quand même déçu de ne pas avoir tenu jusqu'ici. Et en fait, moi, c'est plus ça qui m'a vraiment eu, par exemple, en mars, enfin, tout au long de la hausse de octobre 2023, mars 2024, c'était plus ce côté-là, où j'étais, en plus je débutais, entre guillemets, ça faisait quoi? Ça faisait 5 mois que je faisais de l'analyse on-chain, mais si tu veux, c'était aussi le premier cycle aussi où je faisais premier gros pump où je me basais sur les data on-chain. Et typiquement, ça m'a aidé juste à m'en vouloir. Parce qu'en fait, j'avais les signaux, mais là, tu avais vraiment le côté psychologique qui me disait, frérot, il y a quand même les ETF, ça se trouve, tout va exploser. Première fois dans l'histoire de BTC qu'on fait un nouvel ATH avant le halving. Pour moi, en tout cas psychologiquement, et encore une fois avec tout le bruit qu'il y avait sur le réseau, j'étais persuadé d'avoir raison et de me dire que c'était un cycle exceptionnel. Et au final, ce qui est bien, c'est que ça nous remet un peu à notre place, ça nous rend humble. Et c'est par contre, en décembre, au sein de l'académie, là, je l'avais dit légèrement trop tôt. Je leur avais dit, attention, zone potentielle de top. On avait fait le live le 11 décembre. Et je leur avais dit, là, on a pas mal de signaux, où moi, je vais quand même sortir pas mal de gains. Donc là, en fait, j'avais pris ce qu'il fallait, même si cette fois, il y avait la narrative alt season qui était là. Et c'est vrai que j'en avais laissé un peu plus que prévu, encore une fois, sur le marché. Et pour ce coup-là, je me suis fait avoir. Mais j'étais quand même mieux que 8 mois auparavant, quoi. Ça, c'est clair. En tout cas, ça aide bien. Après, 11 décembre, ça va, c'était pas vilain comme timing. Ouais. On le verra, c'était assez logique, entre guillemets. Il y avait pas mal de choses qui nous montraient que. Et puis voilà. Mais ouais. Ok, allez, on partage ton écran. Merci en tout cas pour tous ces petits rappels et ce partage de vécu. C'est aussi intéressant de partager tout ça parce que on n'est pas tous à notre deuxième cycle. Donc il y en a qui débarquent ici et c'est puissant, quoi. Allez, let's go. Puis juste pour finir là-dessus, il faut aussi comprendre que personne n'est parfait. Et même ce que vous voyez sur les réseaux, d'autres qui réussissent mieux que vous, ça se peut. Mais en fait, le but, c'est d'être là sur la durée. Évidemment, on a tous envie d'être riche et ne plus avoir à travailler, j'imagine, ou plein de projets là, dans la tête à faire rapidement. Mais il faut se rappeler que il y en a beaucoup aussi qui peuvent manipuler les données. Il faut faire attention, on n'est tous pas parfaits. Moi, le premier. Et ce que je vous montre là, ce sont que des datas. Maintenant, derrière toutes ces datas, il y a moi, il y a vous. Et c'est vraiment à vous d'actionner quelque chose pour prendre des gains ou investir sur le marché quand à l'inverse, on sera dans une zone de bear market d'ici quelques mois, voire années. Donc, il faudra bien surveiller ça. Allez, c'est parti. Donc, ce qui est plutôt intéressant,
c'est que on se fait un nouvel ATH dans j'ai envie de vous dire, dans le calme complet, dans une dynamique où en fait on a l'impression d'être un peu les seuls sur le marché. Même si hier, tu as dit que c'était qui? C'était BFM qu'on a parlé, c'est ça? Le France De 2. l'ATH. Ah ok, France 2. Ah oui, le Et ils ont fameux pas parlé de la reportage. TH, ouais, voilà, sur les Ouais, stéroïdes et les anabolisants. voilà, Et ce soir, il y a envoyé c'est super. spécial, là, c'est Gold. Ouais, ça je pense que j'ai même pas envie de le regarder, je regarderai plus Twitter, je t'avoue. Mais c'est, Aura en les fait c'est meilleurs plutôt succès. intéressant. Bah oui, c'est ça. En fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est que dans les cycles précédents où on était beaucoup retail, justement, donc les retail, pour ceux qui savent pas, c'est les particuliers comme vous et moi, qui arrivaient beaucoup sur le marché. En fait, on le voit avec cette courbe rouge, qui ici, si vous voulez, est le nombre d'adresses actives sur la blockchain, sur Bitcoin, qui, du coup, qui sont actives. Et plus il y en a, plus vous vous en doutez, il y a d'investisseurs qui sont présents sur le marché. Si en 2016-2017, on voyait une courbe qui n'arrêtait pas d'augmenter. En 2020-2021, pareil. Sur ce cycle, c'est totalement l'inverse. Donc on est vraiment sur un nouveau type de cycle où ici, justement, avec mon mentor, on en discute souvent, où on est beaucoup plus institution drivé. Donc là, c'est beaucoup plus les institutions qui apportent de la liquidité sur le marché. Sachant que par exemple 2017, on avait un marché qui valait 10 fois moins lourd. Donc forcément, pour le faire évoluer à la hausse avec juste entre guillemets de l'argent du retail, c'était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué de le faire driver, sachant que c'est un marché qui vaut aujourd'hui, le Bitcoin, c'est une capitalisation de 2 trilliards de dollars. Pour le faire bouger, il faut quand même beaucoup d'argent. Et donc, en fait, malgré le fait qu'il n'y ait personne, parce que comme vous le voyez, on est, la barre bleue, c'est la moyenne annuelle, et généralement, en fait, si vous voulez, on est dans une dynamique haussière dès qu'on a la courbe rouge au-dessus de notre moyenne annuelle. Là, pour l'instant, en fait, depuis la reprise haussière, on est à peine revenu au-dessus. Mais typiquement, c'est pas pour vous dire qu'on a encore beaucoup de marge parce que le retail n'est pas là. C'est plus pour vous dire que c'est assez paradoxal de voir qu'on a encore atteint un nouvel ATH et que finalement il n'y a pas forcément tant de monde que ça sur le marché par rapport à son historique où, si vous voulez, on est sur des niveaux qui, comme vous le voyez, n'avaient pas été atteints depuis globalement avril 2020 ou ici mai 2024. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. C'était vraiment pour vous dire félicitations à vous d'être dans ce marché puisque comme vous le voyez, ils ont quand même fait fuir pas mal de monde et je pense à mon avis que l'épisode FTX Terra Luna a fait quand même pas mal de mal au marché et qu'il y a beaucoup d'investisseurs comme vous et moi qui n'ont pas forcément envie de revenir dessus. Donc c'est plutôt intéressant de le voir. Ça c'était le premier point que je voulais vous Après, montrer parce que je trouve ça assez fou en fait. ça, c'était la moyenne mobile des adresses actives, hein, c'est ça, sur 30 jours et Yes. 365. Yes, sur 30 C'est jours. vrai Après, qu'on si vous voyez. Hop, Ouais, parce le qu'en IP fait, adresse, il est plus chaud à interpréter. ouais, Bah, en en fait, fait, ce après, que je me dis, c'est que c'est un les yo-yo. ETF sont en grande partie aussi responsables de ça, quoi. Yes, Dans le c'est sens aussi un élément de où réponse, ouais. ils ont avorté un petit peu le cycle d'adoption on-chain, puisque c'est regroupé sous une seule et même entité. Donc, Hmm, l'ETF, il va avoir, je sais pas moi, 30 000 clients qui vont être regroupés sous une seule adresse, par exemple. hmm. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à peu de temps en avant, quoi, en fait. Exactement, il y a ça aussi qui joue et tu fais très bien de le mentionner. C'est un élément de réponse, je pense, qui peut nous aider. Alors, du coup, ce qui peut être sympa, c'est peut-être que lorsqu'on aura, si ça arrive sur cette nouvelle jambe haussière, si on a un pic qui arrive, enfin un pic, un léger pic, hein, du coup, on va pas avoir les mêmes que précédemment. Mais s'il y a un léger pic qui arrive, peut-être que là, on se rendra compte que oui, il y a aussi du retail, de Mm. l'investisseur lambda qui arrive aussi un peu plus. Et ça pourra peut-être nous aiguiller aussi sur la tendance à venir des jours ou des semaines qui arrivent. Donc, Bah, très vous bon avez vu, point, les ouais. gars, d'ailleurs, qu'il y a une propale là en cours de faire passer en fait le prix unitaire du BTC en la lecture en Satoshi. Et je pense que ça peut être une des clés en fait pour ça. Là, le consensus, pourquoi aussi personne s'intéresse à BTC maintenant, c'est quoi? C'est que je pourrais jamais en acheter un. Vous savez, Hmm. 110 000, machin, c'est bientôt un BTC égale une maison, tu vois. Ouais. Donc, si tu lui parles pas en Satoshi, parce que lui parler en 0.0003 BTC, ça va 2 minutes. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous, justement, de cette proposale de passer le prix d'affichage vraiment en Satoshi, en fait. En plus, c'est intéressant parce que je pense que beaucoup ne savent même pas que c'est divisible. Ouais. Donc, c'est plutôt intéressant. Ouais. Et je Bon, je sais crois que pas, par est-ce que dans les consensus, ça commentaires, peut il y a être des. encore divisible, en fait. Hmm. C'est-à-dire que là, on a 8 chiffres après la virgule, mais s'il le faut, et si on faisait passer un consensus, on pourrait passer à 13 chiffres après la virgule, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais.
Bah, faudrait voir. C'est où que tu avais vu ça? Je l'avais pas lu forcément. Ouais, je l'ai vu Beaucoup passer aussi. l'a Ouais. documenté Ok, et je l'ai bah, je vu vais passer à regarder. droite à gauche. Justement, quelques discussions un petit peu autour de ça entre ceux qui disent Ça ça sert marche. à rien et ceux qui Hmm. disent le low unit bias, quoi. Ouais, Bah, tu as souvent ouais, les ouais. historiques du Bitcoin qui sont contre et plus les nouveaux qui sont pour. Hmm. Ouais. J'ai pas tout compris, Tamix, en gros, Tamix. ça voudrait dire que si tu as un BTC, tu as 100 millions de Satoshi, ok? Et en fait, on parlerait en Satoshi. Donc, par exemple, pour acheter 100 dollars de BTC, au cours actuel, ce qui, je ne dis pas de conneries, messieurs, ça ferait 100 000 Satoshi, je crois. Hmm. À peu près. Bon, enfin, tu as l'idée, quoi, un petit peu. Et en gros, tu passerais, si tu veux, sur une unité de compte qui te fait passer tout de suite. Ah, ok, Bitcoin, je peux pas acheter, mais des Satoshi, je peux. Dans la tête un peu de monsieur tout le monde, quoi. Ouais. Comme si c'était des euros et des centimes. Peut-être, ou Ouais, des voilà, c'est milliards, des ça. millions. Ouais, 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 Ouais. je vois. Ok, ouais. Ouais, bah en fait, faudra voir, hein. C'est vrai que c'est une bonne question, mais on verra si en plus c'est adopté. Euh, Moi, je serais un peu déçu de ne plus avoir le truc BTC, mais bon. C'est vraiment purement, J'avoue. c'est vraiment pour l'aspect visuel. Euh, ouais, mais je comprends, ouais. C'est plutôt pas mal. Mais oui, c'est ça, Euh, Tamix, t'as compris. ouais, ok. Oui, voilà. Ouais. Alors, du coup, pour continuer, ce qui est plutôt pas mal et ce qui est plutôt logique, c'est que forcément, vous vous en doutez bien, on est en territoire en price discovery, donc en découverte du prix, on est dans une zone que Bitcoin n'a jamais atteint. Donc forcément, on se retrouve avec une supply de BTC, c'est-à-dire tous les Bitcoins qui sont mis en circulation se retrouvent en profit aujourd'hui. Comme vous le voyez, historiquement parlant, dès qu'on est sur ces 99-100%, ce sont des phases qui peuvent durer quelques jours, mais qui en fait généralement ont aussi besoin de quelques remous entre guillemets pour qu'on puisse aller beaucoup plus haut. Après des petits remous comme vous le voyez, c'est sur l'espace de 2-3 jours, on corrige légèrement, etc. Puisque le marché n'aime pas forcément que tout le monde soit en gain. Ça, c'est clair, c'est le cas de le dire. Comme vous le voyez, à chaque fois qu'on est sur les 100%, bon, bah, en fait on fait un peu le yo-yo, parce qu'il y en aura toujours qui vont acheter des tops, il y en aura toujours qui vont subir le FOMO, ce fameux fear of missing out, c'est-à-dire cette sensation de rater le train. Comme par exemple, je sais pas, des personnes qui ont pu vendre tous leurs BTC ou peut-être tous leurs alts vers les 95K sur les 100K et là qui se disent mince, il y a une nouvelle jambe aussi, enfin, il y a une nouvelle jambe qui est vraiment vraiment en forme, en force surtout, et bah, j'ai plus rien peut-être ou je suis pas assez exposé, donc du coup je vais FOMO et c'est généralement ce qui se passe lors des, en tout cas plus globalement lors des tops locaux, comme on a eu par 2 fois déjà sur ce cycle, mais aussi même lorsque bah, on a un peu besoin de, je sais pas, voilà, de faire un peu tergiverser les investisseurs et leur montrer que ça va pas être en ligne droite forcément, mais que on a besoin en tout cas déjà on a besoin de passer par là forcément pour aller sur des niveaux plus hauts, mais comme vous le voyez sur ce graphique, c'est pas forcément quelque chose qui va être flat, qui va durer en fait. Je vais vous montrer parce que ça c'est tous les bitcoins. Non, c'est pas celui-là. Tous les bitcoins qui sont mis sur le marché, mais si par exemple on prenait donc, tous les BTC détenus cette fois des investisseurs de plus de 6 mois, eux, vous voyez, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que eux, c'est 100% en profit depuis globalement le 6 novembre. Ils sont tous très bien. Il y a eu un petit coup de mou ici sur ces niveaux-là, parce qu'il y a eu beaucoup de BTC qui sont passés dans cette catégorie-là. Mais en fait, c'est assez logique d'avoir ce principe-là, donc il ne faut pas en avoir peur. C'est pas parce que 100% de la supply est en profit qu'on va forcément corriger drastiquement. Mais par contre, il faut être conscient que généralement, ce sont des phases, comme vous le voyez, qui ne durent pas non plus ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'on peut avoir une zone où on est à peu près tous en profit. Globalement, ici, on atteint les 95%, donc c'est pas dégueu, hein, on va pas se mentir. Il n'y en a que 5% qui sont en perte parce qu'ils ont potentiellement acheté le dernier petit top. Mais voilà, globalement, c'est pour vous dire qu'on en est là. Donc on arrive dans cette phase de découverte qui est plutôt intéressante, mais il faudra ne pas avoir peur forcément de la moindre petite correction qui pourrait arriver, puisque c'est un peu le but de marché de mettre le doute dans la tête des gens et surtout aux nouveaux arrivants. Donc vous savez qu'ils ne sont pas forcément formés, qui vivent peut-être un premier cycle, euh, qui justement ont vécu ces deux jambes haussières ici et qui se disent à la moindre correction, il faut peut-être que je sorte du marché parce qu'on ne va pas aller plus haut. Mais comme vous le voyez, ça fait le yo-yo, hein, même entre le premier, on va dire le premier top au 90K jusqu'au 106 ici. Vous voyez, on a fait le yo-yo, mais tout en continuant la trend, donc la tendance haussière. Et le marché veut nous faire peur, justement. Et comme vous le voyez, on fait peur à 4-5% d'investisseurs à chaque fois.
mais c'est totalement l'objectif ici. Donc c'est plutôt intéressant de le voir qu'on ça y est, on a atteint cette zone et que maintenant, bah voilà, faudra justement monitorer, regarder tous les autres indicateurs qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur un probable top qui arrivera dans le futur. Et c'est là où justement, ce qui est plutôt intéressant, parce que oui, il y a 100% de tous les bitcoins, tous les investisseurs qui sont en profit, mais est-ce qu'ils sont en profit de beaucoup? C'est plutôt la question qu'il faut se poser, puisque s'ils sont en profit de 2-3%, c'est pas inquiétant. En fait, l'objectif, c'est d'essayer de repérer quand. En fait, mon mentor, il le dit en anglais, c'est quand trop d'investisseurs achètent trop de BTC à des prix trop élevés. Et là, on arrive sur un marché qui devient trop lourd. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se retrouve avec beaucoup d'investisseurs qui ont acheté le top. Et malheureusement, on aura beaucoup d'autres investisseurs qui auront accumulé sur des prix beaucoup plus bas, qui eux se retrouveront donc avec énormément de profits non réalisés, donc non encore sécurisés, ils n'auront pas vendu. Et donc ce sera à ce moment-là que nous, il faudra nous inquiéter, puisque forcément, on va créer un déséquilibre de marché avec tous ceux qui vont arriver pour FOMO et tous ceux qui, à l'inverse, vont prendre des gains. Et cette fois, la tendance baissière, enfin, comment dire, le déséquilibre se fera et donc les vendeurs, cette fois, auront la main sur les acheteurs, puisque, bah, vous le savez, euh, la- l'argent disponible sur un marché, ce nombre d'investisseurs qui arrivent sur le marché, c'est pas infini. Au bout d'un moment, on va les épuiser. C'est déjà arrivé en 2017, c'est déjà arrivé en 2021, c'est arrivé en mars 2024, c'est arrivé en novembre-décembre 2024. Et ça arrivera encore ici sur cette jambe haussière qu'on aura. Donc là, l'objectif, grâce à un indicateur qu'on appelle le MVRV ratio, avec un nom un peu barbare qui veut rien dire, on mesure justement l'amplitude de tous les gains que vous avez sur le marché, mais qui ne sont pas sécurisés. C'est comme si vous aviez acheté un Bitcoin à 50 000, aujourd'hui il est à 110 000, vous avez 60 000 dollars de gains latents. Ils sont là, ils sont justement sur votre téléphone, sur CoinGecko ou CoinMarketCap, mais ils ne sont pas encore dans votre wallet justement en stablecoin ou autre. Et donc en fait, on veut mesurer ça. Et donc comme vous le voyez, les précédents, ici en orange, les précédentes zones de surchauffe par 2 fois sur ce cycle étaient autour d'un ratio entre les 1,15 et les 1,30, 1,40. Et pour l'instant, on est à 0,89. Donc en fait, on a de la marge pour aller plus haut. Et ça, c'est extrêmement intéressant de le voir. On a pas mal de marge pour aller plus haut, en tout cas avant que justement le marché devienne trop lourd en gain latent et qu'on puisse, si jamais il décide de vendre, faire basculer la tendance dans l'autre sens. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le voir. On est à un ATH. Et ça, c'est extrêmement, c'est ultra pertinent. Quand justement vous lisez partout, faut que le marché doit digérer une prise de profit, une hausse, etc. C'est pas anodin de dire ça. Moi à l'époque, je comprenais pas. Le marché a besoin de digérer. Ça veut dire quoi? En fait, il attend juste quoi? Il attend que ce soit Pâques ou j'en sais rien. Mais en fait, c'est exactement pour ce genre de scénario. C'est décembre, janvier, nouvelle ATH sur les 108 000 dollars. Regardez, énormément de gains latents. Vous voyez que le ratio il baisse malgré un prix qui est sur les mêmes niveaux. Pourquoi? Parce que beaucoup de gains ont été retirés du marché. Donc on a épuisé les acheteurs. Et donc on a besoin d'un marché qui digère pour que justement on arrive quelques mois plus tard sur les mêmes niveaux de prix que maintenant il y a 6 mois et que pourtant on ne soit pas du tout cette fois dans cet état de surchauffe puisque tout au long de ces 5-6 mois on a eu des prises de gains. Bon, le prix justement ayant baissé, ça aide aussi à faire diminuer le ratio, parce que les gains latents diminuent, plus le prix diminue également, c'est logique. Et donc en fait, on a eu donc ce marché à digérer toutes ces prises de gains, pour qu'en fait, lorsqu'on repart plus haut, tous ces gains qui ont été pris ici ne sont plus à prendre maintenant aujourd'hui. Donc c'est extrêmement pertinent de voir ça, et c'est super. Enfin, moi je trouve ça top, parce que ça nous montre qu'on a de la marge pour aller plus haut. Exactement. Voilà, on n'est pas en fait non plus, faut pas se leurrer à se dire que tout va bien. On est pour moi justement à la mi-surchauffe justement de cette jambe haussière. Mais c'est très pertinent de voir ça. Moi c'est très intéressant et c'est justement ce que j'adore ici. Je sais pas si vous voulez rebondir dessus, mais en tout cas c'est... Non, mais je suis complètement d'accord avec cette analyse sur le MVRV. Ça permet de voir à peu près la réserve qu'on peut avoir. Et là, on voit clairement qu'on en a. Et ça illustre bien l'intérêt du on-chain, c'est-à-dire d'apporter de la rationalité. Au-delà de, ouais, c'est la TH, ça va être l'euphorie, il faut vite se barrer, etc.
ça montre clairement où on en est. Ça ne veut pas dire que ça ne va Mm. pas décharger, de toute façon, Voilà. on ne sait jamais. Mais ça montre que potentiellement, il y a encore de la réserve avant que le marché soit lourd en gain latent, où là, il faudra potentiellement envisager, ne serait-ce qu'en DCA, commencer à sortir un petit peu. Là, on voit on peut encore manger un petit peu, quoi. Mm. C'est ça. Et en fait, ce qui est plutôt, justement par rapport à mon histoire personnelle que je vous ai dit au début, pourquoi je me suis fait avoir en mars? Parce qu'on s'est arrêté ici avant en fait cette fameuse barre rouge en pointillé qui, historiquement parlant, correspondait à ces points de surchauffe extrême qu'on avait atteint par 3 fois en 2016-2017, plusieurs fois ici en 2021. Et pourtant, et donc je m'étais dit, véridiquement, je m'étais dit, bon voilà, on est au premier point de surchauffe. Vous voyez ici, là, est-ce que vous voyez mes pointillés? En fait, ça correspondait au point de surchauffe qu'on avait eu en octobre-novembre. Ici, en novembre 2020, avant l'explosion à la hausse. Et ici, par 2 fois, en 2017, avant la nouvelle explosion à la hausse. Donc en fait, je me disais tout simplement, bah, c'est bien. On va peut-être s'arrêter un petit peu. On va prendre quelques jours, quelques semaines, et on va repartir à la hausse, en fait. Parce que, historiquement parlant, c'est ce qui s'est passé. Sauf que, encore une fois, on a un marché différent qui est beaucoup plus institutionnalisé. Et il y a peut-être moyen que ces institutions, elles sont un peu plus intelligentes, elles vont pas attendre la surchauffe, et peut-être que des gains plus modérés sont intéressants pour elles que ce que nous, pardon, en tant que retail à l'époque, en tant que particulier, on estimait qu'était largement acceptable aussi. Donc c'est marrant parce que c'est vraiment un cycle qui est en train de changer, et pour l'instant, les Mhm. deux top locaux sont vraiment quasiment au même Excellent, ouais. niveau, mais ça veut pas dire, et encore une fois c'est là où il faudra faire attention, ça veut pas dire qu'on va Exactement. s'arrêter ici pile poil, on peut s'arrêter là, comme on peut tout d'un coup exploser la baraque et s'arrêter beaucoup plus haut. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, je vous présente un indicateur qui va nous montrer les cibles de prix potentielles en fonction de cette surchauffe de marché qu'on voit sur ce graphique-là. Donc justement, ça va être plutôt intéressant de mesurer les différents paliers sur lesquels moi, en tout cas, et je vous le dis, ce sont les paliers vers lesquels moi je prendrais des gains, par exemple. Mhm. Ok. Maintenant, on va attaquer un graphique qui est pas très connu, mais qui est un de mes préférés justement, c'est le Sell Side Risk Ratio. Celui-ci va mesurer, parce que attends, en fait c'est l'ampleur des profits qui sont pris sur le marché. Donc pour ceux qui connaissent, on a le fameux SOPR qui permet de nous mesurer ça. C'est pareil, c'est le même ratio que le MVRV, mais à l'inverse. Ici, le SOPR va nous aider à mesurer l'ampleur des gains, cette fois qui sont pris du marché. Donc encore Voilà, une ouais. fois, quand on voit le MVRV qui baisse, on a le SOPR qui monte, puisque si le MVRV baisse, c'est qu'on a des gains qui sont pris sur le marché. Euh, Ici, par contre, je vais vous parler du sell side risk ratio, parce que lui, il va comparer ses prises de gains avec la taille du marché. C'est-à-dire que des fois, on peut avoir des gains en dollars, je vais vous le montrer, qui peuvent être énormes. C'est-à-dire qu'on peut prendre des profits, comme vous le voyez ici, qui sont de l'ordre, par exemple, de 3 milliards sur cette journée-là. En mars, on était à 3 milliards 5. Là, on est à 1 milliard 42, par exemple. Donc, ça peut faire peur. C'est énorme, parce qu'au final, par exemple, les 1 milliard 4, c'est quasiment le top qu'on a eu en novembre 2021. Sauf que le problème, on ne peut pas comparer ce marché-là avec ce marché ici. Enfin, ce cycle-là avec le cycle actuel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus, enfin, le marché est beaucoup plus lourd de par les liquidités qui sont arrivées aujourd'hui. Et donc en fait, ce graphique va être plutôt pertinent parce qu'il va pouvoir comparer ça, ces prises de gains, mais par rapport à la taille du marché global. Et donc, à chaque fois qu'on a, comme vous le voyez en mars et en novembre-décembre, ce pic de surchauffe ici qui a atteint la bandelette orange, ça nous montre qu'on va créer un déséquilibre puisqu'il y a tellement de profits qui ont été pris, que ça va pouvoir déséquilibrer le marché et donc l'équilibre un peu entre offre et demande. Et donc c'est pour ça que je trouve extrêmement pertinent, c'est que regardez, encore une fois, pourquoi on a eu besoin de digérer sur ces niveaux-là, en gros au précédent ATH, parce qu'on avait besoin, parce que le marché avait pris tellement de gains qu'il y avait ce déséquilibre, et qu'aujourd'hui on se retrouve à un nouvel ATH et on a un sell-side risk ratio qui est extrêmement bas. C'est magnifique. Encore une fois, je trouve ça super beau. Ça peut très vite accélérer, hein, comme vous le voyez. Ici, il est passé du 9 novembre au 22 novembre, par exemple, donc en même pas 12 jours, il est passé à vraiment son pic de surchauffe où il fallait faire extrêmement attention. Donc ça peut aller très très vite. Peut-être qu'on va monter en escalier, mais peut-être qu'on peut avoir une explosion à la hausse, comme on a eu déjà par 2 fois. Mais pour l'instant, c'est une hausse qui est extrêmement saine. Et c'est ce que j'arrête pas de voir sur les comptes de certains analystes que je vois qui sont beaucoup plus euh, expérimentés que moi, mais qui disent justement pour l'instant, c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une hausse qui était aussi smooth, aussi propre. Et ça, voilà, je ne nous promets pas les 200K, mais
il y a quand même des chances d'avoir une hausse qui va être intéressante. Mais on verra ça, les targets, un peu plus tard. Par contre, tu vois, par exemple, ce qui peut nous manquer, c'est l'intérêt sur le volume spot. Le volume spot, pardon. Ici, en orange, vous voyez ce fameux volume spot qui, bah, comme vous en doutez bien, pour exploser à la hausse, il nous faut de l'argent autant sur le marché des dérivés, mais autant aussi en spot. Donc en spot, c'est moi, par exemple, qui vais sur Binance, qui veut acheter du BTC à la valeur du marché actuel et je l'achète en spot. Donc voilà. Ici, en fait, le but, c'est de voir justement un intérêt des investisseurs à l'achat de Bitcoin. Donc évidemment, pareil, même scénario que mars-avril pour le top de novembre, décembre, janvier. Explosion à la hausse du volume spot. Forcément, on avait des investisseurs qui étaient intéressés d'acheter ici. En novembre, pareil, élection de Trump et explosion du volume spot. Et depuis, en fait, comme vous le voyez, bah, c'est un peu des hauts plus bas qui se passaient. Donc on avait des investisseurs qui, même malgré le retour des 100K, ne sont pas forcément plus intéressés et qui représentent bien, je trouve, ce qu'on a vu sur le graphique, sur le tout premier que je vous avais montré, avec cette non-volonté d'investir sur le marché qui est plutôt intéressante. Donc en tout cas, au niveau du spot, c'est mesuré encore, Mhm. donc c'est plutôt pas mal parce que comme on le verra dans le graphique, dans ce graphique-là, on a quand même encore pas mal de ce qu'on appelle la puissance d'achat qui est disponible sur le réseau. Donc pour ceux qui le savent, le niveau de stablecoin disponible explose. Enfin, dans le sens, il est en évolution constante à la hausse. C'est pas une explosion non plus. Mais en gros, on fait des plus hauts tous les jours. De plus en plus de stablecoins qui arrivent sur le marché. Donc, preuve que les investisseurs veulent poser des pions. Et ce stablecoin ratio Channel, comme vous le voyez ici, il nous permet en fait de mesurer la différence entre quand on est vers le vert, des points les plus bas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de puissance d'achat, mais on n'en a aucune qui est vraiment déployée. Et plus on va dans les tops, et plus ça nous montre qu'on a déployé énormément de stablecoins, de capitaux, pour rentrer sur le marché. Et là, en fait, encore une fois, comme vous le voyez, on est à mi-chemin vraiment sur ce point de surchauffe qu'on a déjà eu en mars, qu'on a déjà eu en décembre, qu'on a déjà eu en novembre, qu'on a déjà eu aussi en février lors de la sortie du bear market, qu'on a eu en 2021 par 2 fois. Donc on est plutôt bien. Ça nous montre que les investisseurs ont repris confiance, qu'ils sont plus en mode risk on, mais que par contre, voilà, faut pas s'attendre non plus à ce qu'on aille péter le plafond, etc. Donc c'est plutôt intéressant de le voir, que pour l'instant, la puissance d'achat, il nous en reste pour aller beaucoup plus haut, et ce qui va peut-être nous faire aller vers des points assez intéressants. Adrien, j'ai une question Ouais, de Hugo vas-y. sur les Ah, volumes je l'avais spots. pas vu. Il te Yes. demande est-ce que le volume peut être plus faible avec les ETF, comme tu as plusieurs manières maintenant de t'exposer à BTC sans passer par le spot? Ça se peut aussi. Ça se peut aussi. Attends, je vais reprendre le graphe. Il est là. Ça se peut très typiquement, dans le sens où eux, bah, du coup, faudrait voir comment ils achètent exactement. Je sais qu'il y en a qui passent par Coinbase, par exemple. Il y en a qui passent par Kraken aussi. Donc en fait, je crois que les volumes spot sont recensés dedans, mais globalement, c'est une très très bonne question sur laquelle Tout à fait. je sais pas forcément si j'ai la bonne réponse, attention, hein, mais globalement, quand je vois par exemple les volumes en weekly, où ici c'est du 3 milliards, c'est du 2 milliards, non, ça me paraît cohérent parce que, ah, quoique, alors j'ai rien dit, tu as raison de le soulever, Ah, parce il y a qu'en une charte, fait, voilà. ouais, il y a une charte spéciale entre les deux. Vous voyez en fait le volume des spots qui est en orange, le volume des ETF qui est en bleu, et, euh, et on voit que ça se suit quand même, mais parce qu'il y a vraiment cet effet de. C'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que le marché pump parce que les ETF ont acheté, du coup il y a beaucoup d'investisseurs en spot qui vont acheter, ou est-ce que c'est une conséquence indirecte? Mais on voit très bien qu'il y a une distinction entre les deux, donc c'est plutôt. Oui, il me semble Ce que, qu'on fait la ce distinction. Ouais. ce qui est intéressant aussi un petit peu là sur ce chart que tu montrais, c'est, je pense surtout au rebond du dernier cycle en fait. Tu vois, quand Bitcoin il a fait 60 000 tout 30 000, puis à nouveau 60 000, Hmm. là on le voit aussi hein, comment, justement, parce que la légende, hein, enfin c'est même plus une légende, ça a été prouvé à ce niveau-là, mais c'est que FTX en fait avait fait remonter les cours de BTC à l'époque via les futures. Hmm. Et en fait, c'est aussi important de bien l'avoir en tête parce que si le spot il repique pas à un moment donné, en fait, va falloir se dire aussi, ouais, mais pour l'instant c'est bien, mais la construction elle est étagée, mais particulièrement due aux futures en fait aussi quoi. Futures Exactement. CME ou tout autre dispositif Le futur, ça qui augmente, est hein. là quoi. Exactement. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, là, ici, je sais que sur Check on Chain, ici, on a un graphique qui est excellent puisqu'on peut
Ça va être lui. Voilà. On peut voir là, par exemple, c'est un Oula, rallye haussier de quoi? Et là, en fait, on est le point noir. Donc, lui, il est très complexe. Mais en fait, là, on est plus sur un rallye. Merde. Ah non, c'est bon. Si. Un J'ai rallye zoomé dessus tiré sans par faire le levier. exprès. Ouais. En fait, on est plus sur un rallye qui est beaucoup plus le vrai poussé J. par les leviers qu'autre chose, par exemple. Là, on est plus là, on est le point noir, on est plus sur un rallye Et pourtant, à on le voit levier. pas en surchauffe hein, non plus, hein, malgré tout, du côté. Ah, ça veut pas dire que c'est une surchauffe forcément, hein. Je dis juste que pour l'instant, en fait, bah, comme on l'a vu sur le graphe précédent, le spot, tu vois, il pousse pas comme par exemple il a poussé en novembre. Il pousse Hmm. pas pour l'instant. Par contre, tu vois que les contrats futurs, eux, même si c'est pas une surchauffe, c'est quand même eux qui ont pris la main. Donc c'est un rallye qui est plus à levier, mais ça veut pas dire que c'est une surchauffe. Ça c'est clair. Par contre, tu vois, quand Orange c'était il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, on était plus sur une reprise haussière qui était plus en spot. Puisque là, les leviers étaient plutôt baissiers, alors qu'ici, les spots, c'était encore assez cohérent. Donc, on était plus là sur une reprise de la demande. Donc, ici, il y a beaucoup, je pense, il y a eu beaucoup d'achats lors du dip ou dans ces phases sous les 90, sous les 100K. Mais qu'après, depuis, vu qu'on est repassé au-dessus des 100K, bah, les futurs ont pris l'ascendant. Mais les volumes spot, eux, n'ont pas bougé. Donc, lui, voilà, il estime que c'est plus un rallye à levier. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais parce que dans tous les cas, il faudra absolument que tout le monde soit dans cette dynamique-là si on veut faire péter les compteurs. Comme tu l'as dit, on n'est pas, quand je regarde les taux d'intérêt, on n'est pas du tout en surchauffe. Comparé ici à novembre-décembre ou comparé à mars, on n'est pas du tout en surchauffe. Maintenant, s'il faut que ce soit eux qui nous portent plus haut avant que justement les volumes spot reviennent, c'est très bien, ça me va très très bien. C'est une très bonne question en tout cas. Mais parce que pour l'instant, les volumes spot sont pas forcément les plus dithyrambiques là, ça c'est clair. Hmm. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà, si vous avez, je sais pas si j'ai répondu à la question. Je te relais les questions au fur et à mesure, de toute façon, t'inquiète. Ouais, ça marche, top. Juste ce que je voulais vous montrer ensuite, c'était du coup que BTC va bien, mais que Ether aussi. Donc ça, en fait, c'est les capitaux qui arrivent ou qui rotatent, qui rotationnent, qui font une rotation entre Ether et Bitcoin. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'en orange, donc vous voyez les arrivées de capitaux sur le marché. On parle sur une moyenne à 30 jours, hein, c'est pas au jour le jour. Donc c'est une tendance globalement. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage entre un top et justement un top de marché et un top sur l'arrivée de capitaux, comme vous le voyez. Mais ce qui est plutôt pertinent, là-dessus, c'est que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ici on parle en termes de création de valeur, c'est pas la market cap, c'est la real asset cap. C'est-à-dire que voilà, si j'achète mon BTC à 50 000, je veux le vendre, je veux te le vendre aujourd'hui, tu es obligé de rajouter 60 000 dans la balance et tout additionné nous font ces 40 milliards à peu près d'ajouts de capitaux, d'ajouts de valeur sur le marché du Bitcoin. Et ça, c'est extrêmement pertinent de voir ça. Euh, et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que sur Ether, ça va beaucoup mieux. Parce que lui, il était Ah quand là, même tu me dans le plais mal, là. hein. Ah Il oui, était quand oui, même oui, oui. beaucoup dans le mal. Catastrophe. Lui, on a revu des arrivées de Donc, capitaux qu'on n'avait pas vu depuis le 14 octobre 2024. Donc pour vous dire, c'est très très long. C'est très très long là-dessus. Mais globalement, on voit qu'il y a. Alors je pense pas que ce soit du FOMO spécifiquement, mais on voit qu'en tout cas, il y a un regain de. Enfin, une volonté en tout cas qu'Ether performe bien, comme on l'a vu bah, ici en novembre-décembre, comme on l'a vu tout au long du pump de 2023-2024 mais que ici, on était vraiment pas bien. Et en fait, quand c'est en négatif, c'est-à-dire qu'à l'inverse, j'avais peut-être acheté de l'Ether à 3000, je te le vends à 2000, il y a une perte de 1000 $ de valeur sur le réseau. Et là, en fait, on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui capitulaient sur cette zone-là et que c'était potentiellement les meilleurs moments pour acheter de l'Ether. Comme on le voit, on a fait le x2, je crois, depuis son bottom. Donc, c'était un très bon moment pour acheter de l'Ether. Ça, c'est sûr. Hmm. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que en on-chain, il existe des indicateurs qui peuvent en fait tracer à peu près une certaine rotation BTC vers Ether? Un Euh, moment où justement il y aurait des Bitcoin maxi qui qui favoriseraient leur rotate. rotation? Ouais, Bah là, le problème, c'est qu'il faudrait faire un suivi en fait des UTXO et ça peut être très, enfin, tu sais, ouais. des transactions sur le réseau, ça peut être très complexe. Par contre, ça peut se voir d'une différente manière. Tu vois, 2021, quand justement on a eu l'alt season, on oui, voyait t'as que une qui baisse et l'autre qui monte, quoi. voilà, les capitaux sur Bitcoin baissaient. Donc là, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui vendaient massivement du BTC. Et par contre, Ether, tu as vu, ça a pris l'ascendant dès la fin mars. C'était vraiment là où en fait il y a eu un shift et du coup on a eu 2 mois d'alt season si je me souviens bien, avant le fameux crash qui a fait très mal. Mais que pour l'instant, justement, si tu compares cette fameuse alt season à ce qu'on vit aujourd'hui, pour l'instant on l'a jamais eu.
puisque à chaque fois, C'est sur Ether, corrélé. en fait, c'est corrélé, mais ça se décorrélait en fait super vite. Tu vois que ici, par exemple, dès le 17 mars, comparé à BTC qui lui était plus, on va dire même début avril, où lui ça a baissé, bah, Ether c'était dès le 16-17 mars où sa capitalisation partait en fait. Donc je sais pas si ça partait pour d'autres alts, ça se peut aussi, mais globalement en fait le prix n'était pas du tout soutenu et ça baissait beaucoup plus rapidement que BTC. Donc ça c'est aussi un élément à prendre en compte sur lequel il faudra surveiller. Le seul moment où on a eu plus de capitaux sur Ether, c'était la validation des ETF Ethereum. Voilà, sur ce Ouais. cycle. C'est la seule fois. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Et pour l'instant, bah voilà, ça se suit, c'est très bien. Par contre, comme vous le voyez, après sur Ether, ça reste pas longtemps. Dès qu'on verra une sorte de plateau, en fait, il faudra peut-être commencer à se poser des questions. BTC, c'est beaucoup plus en forme de pic. Mais Ether, c'est plus arrondi. Mais en gros, ça dure 3-4 jours max. Et après, on voit des capitaux partir. Pour moi, ce sera un des signaux qui me dira peut-être que bah, soit il y a une vraie alt season et même les capitaux se déversent sur d'autres altcoins, soit c'est peut-être le moment de se dire que bah, il y aura ou l'alt season ou ce qu'on pourrait espérer sur les alts ne se passera pas encore parce qu'il y a il y a un shift de dynamique Hmm. dessus. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà. Moi, j'ai une question, Vas-y. c'est comment tu abordes l'analyse on-chain. Ce qui peut être complexe et parfois effrayant, c'est qu'il y a énormément d'indicateurs, de charts Ouais. potentiels. Et pour quelqu'un qui s'y connaît pas forcément, c'est délicat. Tu arrives sur Check on-chain, tu as juste Mm. 70 graphes, enfin, j'en sais rien. Et il Comment n'y a tu pas beaucoup abordes d'explications en plus. Tu Ouais. vois, il n'y a que ça. Comment tu abordes C'est pas tout énorme. ça? Est-ce que tu as des charts que tu vas regarder régulièrement? Tu en as une dizaine, 5, je sais pas, que tu vas voir Mm. régulièrement? Ou alors, est-ce que tu as une thésis que tu essayes d'aller vérifier ou infirmer on-chain et là, tu vas sur les charts qui t'intéressent à ce moment-là? Comment tu abordes, Euh, toi, tout ça? Très bonne question. Alors aujourd'hui, parce qu'au début, comme tu l'as dit, c'est très compliqué. Aujourd'hui, par exemple, j'essaie de vraiment me poser des questions qui peuvent m'aider à prendre une décision d'investissement. C'est, tu vois, typiquement aujourd'hui, je me dirais plus, est-ce qu'on est déjà en surchauffe? Donc je vais regarder les indicateurs comme on a vu au début qui me diraient que oui ou non. Et le deuxième, c'est, ok, si on l'est pas, quelles seraient les cibles on-chain d'une surchauffe et sur lesquelles je me dirais, bah là, de un, il y a moyen que je prenne des profits, et de deux, bien sûr, j'irai vérifier les indicateurs que j'ai vus justement précédemment pour voir si vraiment on y est ou pas, ou si ça a Hmm. évolué peut-être positivement ou pas du tout. Et c'est vrai qu'en tant que débutant, limite, il y en aurait 5 ou 6 qui seraient recommandés, parce que parfois, il y a pas besoin de faire compliqué, il y a énormément Ouais. d'indicateurs, mais c'est parce que des fois, on veut regarder des trucs très spécifiques. Mais globalement, s'il y en avait que quelques-uns, il y en aurait 5 ou 6 qui seraient à regarder, et je pense que tu as 90% de chances de trouver une zone de top le moment venu. Encore une Hmm. fois, on cherche pas un prix au dollar près, on cherche une zone de top qui permettrait de nous dire s'il faut prendre ses gains ou pas du tout. Et dans ces cas-là, bah, il y aurait forcément tout ce que celui que je vous ai montré au début, le MVR VZ Score, Ouais. ce Ouais. ratio-là. Il y aurait bah, du coup le sell side risk ratio. Vous regardez, en fait c'est tout con parce que du coup il y a des repères visuels. Dès qu'il atteint la bandelette orange, dès qu'il atteint la bandelette rouge. Ici c'est pareil, dès qu'il atteint les précédents top de son ratio. Dès que vous voyez ici des petits trucs orange, des petites lumières orange-rouge, bah, vous savez que c'est aussi un début de surchauffe. Ça peut être des indicateurs comme ça très faciles qui vous disent vraiment, voilà, ok, il se passe ça. Ça, par exemple, on n'en a pas besoin, hein, typiquement. En fait, on ne peut pas savoir le top, il aurait pu être ici en novembre, ça changeait rien. Donc en fait, c'est plutôt des indicateurs qui nous montrent le sentiment ou le comportement des investisseurs. Lui ici, sentiment, est-ce que les investisseurs sont cupides parce qu'ils ont trop de gains mais ils ne les prennent pas. Et à l'inverse ici, est-ce que les investisseurs se régalent parce que bah, du coup ils prennent beaucoup de profit. Et du coup, j'ai envie, moi, en tant qu'investisseur, débutant ou confirmé, de prendre des gains comme eux. J'ai envie d'être comme la smart money, donc je fais un peu la même chose que eux. Hmm. Il y aurait ces indicateurs, je peux te les partager, comme ça peut être pas mal. Merci Fazio, Nico, au passage, il est top ce site de chart. Je suis en train de build un prototype pour faire un dashboard avec les charts du site. Je pense que je finis dans 1 heure max et je partagerai le lien dans le Ah, prochain live. sympa, Eh ben écoute, rendez-vous demain et on postera ça, ouais. Merci en tout cas. c'est clair. Ah, Ça carrément peut être lourd. cool. Et limite, voilà, en fait, il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête avec beaucoup d'indicateurs quand on débute. Et surtout, en fait, ça peut être complémentaire, parce qu'encore une fois, et ça on l'a dit au début, il y en a qui peuvent préférer l'analyse technique, il y en a qui vont préférer l'analyse macro, fonda, on-chain. Faites avec ce que vous aimez. Moi par exemple, j'arrive pas à vraiment
aimé beaucoup l'analyse technique parce que j'arrive pas à voir qui fait quoi derrière. Et moi, je sais que qui est très psychologie, j'ai énormément besoin de savoir qui fait quoi, par exemple. Donc moi, je sais que l'analyse on-chain m'allait fortement. Et c'est pour ça que j'ai appris à la maîtriser. Typiquement, si vous, c'est l'analyse technique, maîtrisez l'analyse technique et aidez-vous de peut-être deux-trois graphiques max pour avoir une vision complète. Mais c'est vraiment, voilà, vous n'êtes pas obligé de parler de tout ce que je vous montre. Et le troisième que je peux vous montrer, ça va être ce fameux SOPR qui, bah, comme d'habitude, lorsqu'il y a trop de profits qui sont pris, vous le voyez, on a des pics là de son ratio qui sont énormes et ça peut nous aider à se dire, ok, il y a beaucoup de gains qui sont pris, je vais aussi faire pareil. Donc voilà, c'est vraiment limite les trois que je vous conseille, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin pour vraiment au début. Après, si jamais vous souhaitez, et avant qu'on passe sur les targets sur BTC et Ether, si vraiment ça vous intéresse, lisez les rapports de Glassnode qui sont en plus en français, qui sont traduits en français. Et globalement, en fait, vous allez apprendre petit à petit à voir les signaux qu'il regarde en fonction du comportement du marché. Puisque si le marché fait X ou Y comportement, on va pas forcément regarder les mêmes indicateurs. Maintenant, pour un top, les trois que je t'ai partagé là voilà, que vous avez partagé, ils sont très Ouais, très je bien. les ai mis sur, Ça suffit le chat. largement. Tac. Voilà, je pense que j'ai répondu Merci. à la question. Non, Donc, très bien, très bien. on va pouvoir finir sur bah, les probabilités de différents tops. Encore une fois, ce sont des probabilités, ce sont des scénarios. Et tant qu'ils ne sont pas validés, ça ne reste que des choses qui sont fausses. Donc évidemment, on va surveiller ça. Je travaille avec Block-Unity sur la création d'indicateurs, sur la réalisation de vidéos, tutoriels, de posts, etc. Et ils ont développé un indicateur qui est plutôt pas mal, celui de score local pour un sommet local de marché. Ça prend en compte les données on-chain, les données techniques, données sociales. Et là, pour lui, on est à 53% d'avoir un sommet local de marché. Et quand on regarde l'historique des scores, parce qu'en fait, ils l'ont fait il n'y a pas longtemps. Ça nous aurait grave aidé ici, encore ici. Mais pour l'instant, en fait, ça corrobore un peu tout ce qu'on se dit depuis le début. 50% de surchauffe à peu près. Dans le sens où, comme vous le voyez, on va jamais à 100%. Là, par exemple, en novembre-décembre, il s'est arrêté à 75. En mars, il s'est arrêté quand même à 95. Il y avait beaucoup de signaux qui étaient en surchauffe. Mais on n'est pas obligé d'aller à 100% pour se dire, ok, c'est mort, je vends. Dès qu'on va passer au-dessus, je pense, ici, ça doit être les 70-75%. Je pense qu'il faudra faire attention aux autres signaux, justement. Ce genre de graphique tout en un, moi, ce que j'aime bien, c'est voir si, justement, je dois m'inquiéter. Si oui, j'arrive ici, je dois m'inquiéter, je vais essayer de regarder d'où ça vient. D'où vient cette inquiétude? Parce qu'il y a trop de personnes qui sont en profit? Est-ce que c'est parce que la smart money est en train de vendre massivement? Et en fait, ça va m'aider à comprendre. Par contre, si vous souhaitez un indicateur... Après, celui-là, il est payant, mais globalement, c'est juste pour étayer tous mes propos, de dire que ça me choque pas qu'on soit sur un entre-deux de surchauffe, pas surchauffe, qu'on est à mi-chemin. C'est que même cet indicateur-là, qui a assez bien, je trouve, trouvé les deux derniers tops, et même les zones de surchauffe potentielles, il estime qu'on est à 53%, je trouve ça très logique. Et c'est pour ça que ce sera pas mal de regarder du coup les targets maintenant. Ça peut être target qu'on cible. Qu'est-ce qu'on a envie de voir comme prix? Alors, celui-ci, il est aussi disponible sur Check On Chain, il est aussi gratuit. C'est ce qu'on appelle le Price Discovery Model. Donc c'est pareil, on est en découverte de prix, on est en territoire inconnu, on n'est jamais venu là. Où est-ce qu'il peut y avoir de la surchauffe sur le marché? Et ça, on va se baser sur nos fameux détenteurs à court terme, donc tous ceux, vous savez, qui achètent au top, généralement, qui achètent sur les 6 derniers mois. Et de leur côté, on va se baser justement sur les potentiels targets de prix où pour eux il y aurait beaucoup de surchauffe. Donc par exemple, comme on le voit historiquement parlant, comme vous le voyez ici là en novembre, décembre 2024-2025, on arrive à avoir ces petites bandelettes, je vais couper un peu le bruit, hop là, qui en fait nous permettent de repérer quand est-ce que... Voilà, hop, ce sera plus simple, on va regarder ces trois là, parce que comme vous le voyez ici, à chaque fois qu'on dépasse ces petites bandelettes, on est sur des zones potentiellement de surchauffe. Cette première ici, elle est pertinente, mais par exemple, si je me souviens bien, en mars, elle avait été, en mars 2024, très facilement transpercée. En novembre, pareil. Et on s'était plutôt arrêté sur la deuxième. Comme vous voyez, on s'est arrêté sur la deuxième bandelette plusieurs fois. Et on n'est jamais allé sur la troisième, qui est un peu l'extrême surchauffe, qui est plutôt intéressante. Mais novembre, je crois qu'on l'avait fait. Comme vous le voyez, on avait touché la troisième bandelette du bout du doigt. Donc c'est plutôt intéressant. Ce sont des cibles de prix qui, pour moi, sont largement atteignables, puisque, comme vous le voyez, par 2 fois déjà, on les a atteintes. Donc le premier palier de prise de profit, bon là on est au 110K.
Pour moi, il n'est pas très inquiétant, comme on le remarque ici. Généralement, il y a des prises de gain forcément proches du dernier ATH, c'est très logique. Mais par contre, les deux qui m'intéressent sur le court terme, ça va être les 118, 126. Là, dans cet entre-deux, ça va être très intéressant de surveiller ce que vont nous faire les investisseurs. Comme vous le voyez, ces bandes de prix, elles s'adaptent avec le comportement du prix. Elles ne sont pas droites. Comme vous voyez, elles montent avec le comportement du prix et des investisseurs. Et donc, cette zone des 118-126K, pour l'instant, c'est une zone de prix que moi, je surveillerai énormément. Je ne dis pas que c'est un top de marché ni de local. Juste que pour du court terme, sachant que nos fameux détenteurs à court terme nous aident, si vous voulez, à, à vraiment repérer les petits tops, entre guillemets. C'est pour ça qu'après, on verra un graphe qui nous montrera les gros tops. Parce que là, ça va englober tous les investisseurs. Ici, ça englobe que ceux qui ont acheté il y a moins de 6 mois. En gros, cette première zone est plutôt intéressante. Les 118, 126K, je la trouve très très pertinente. Sachant que je crois qu'au niveau technique, vous m'avez dit qu'il y en avait aussi qui étaient sur ces niveaux-là, si je crois bien. Il me semble. Messieurs. Si vous... Ce sera plus smart pour la partie technique. Ouais. Excuse-moi, tu disais? Pour les 118, 126K, qui avait une première zone de top qui nous intéressait sur ces niveaux-là. T'as les zones de liquidité, ouais, déjà. Là, par exemple, tous ceux qui se mettent un petit peu à shorter la période actuelle, on les retrouve un petit peu dans ces niveaux-là. Après, c'est évolutif. Donc, du coup, là, il faudra voir effectivement dès qu'on va rentrer dans les 110, 111. Mais de manière générale, de toute façon, pour j'ai envie de dire, ce macro move, moi, j'aurais eu tendance à me dire on va probablement aller ralentir et se calmer un petit peu au maximum autour des 135, 150, tu vois. Dans cette zone-là, j'aurais tendance à être particulièrement prudent. Raison pour laquelle nous te ressolliciterons aussi lorsqu'on sera dans ces zones-là, voir comment ça a évolué. Parce que même toi, ton indicateur, il est exponentiel en fait. Exactement. C'est-à-dire que quand le prix l'atteint, lui-même, bam, il a tendance à prendre une courbure à la hausse. Donc forcément, là, ce qui te montre aujourd'hui comme étant 126, ben, peut-être que demain, c'est 138, 140. C'est ça. Quelque chose comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. Après, c'est justement... En fait, je pense que ça peut être des bons moyens, non pas de suivre aveuglément ce qu'on dit aujourd'hui, mais des bons moyens de peut-être se dire, OK, on approche des 118, 126. Est-ce que ces indicateurs ont bougé et justement, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Puisque c'est plutôt pas mal. Après, en termes de grosse target, où là, on va prendre vraiment globalement tous les investisseurs, vraiment tous ceux qui sont sur ce marché, ça peut être très intéressant. J'essaie de couper un peu. Moi, je vais devoir vous laisser dans une dizaine de minutes grand max. Ouais, mais après j'ai fini. C'est vraiment juste ces deux graphes-là. Non, pas de soucis, c'est pas pour dire que c'est trop long. Il y aura toujours Smart, il n'y a pas de problème. Ne mets pas la pression, c'est intéressant. Mais du coup, après les deux gros tops, où cette fois, en fait, comme on l'a vu par rapport au MVRV plutôt, il y aurait beaucoup d'investisseurs qui seraient trop en profit. Avec des gros profits, ce serait forcément cette zone entre les 148 et 169. Donc en fait, ça va être intéressant de les suivre. On voit qu'on ne l'a pas forcément atteinte ici en novembre-décembre, qu'on l'a touché du bout du doigt, la zone bleue, ici en mars, mais que par contre sur 2021, vous voyez, on était en plein dedans et on l'a vraiment dépassé à la hausse. Donc comme l'a dit Smo, il faudra vraiment être vraiment attentif, garder l'œil ouvert. Mais en tout cas, ce sont des zones qui, moi, ici, m'intéresseront fortement pour potentiellement prendre des gains. Surtout maintenant, si on y va en one shot, parce que tu prends le risque que ce soit le vrai cycle top, quoi, en fait. C'est ça, exactement. En tout cas, historiquement, ça s'est passé comme tel. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des arguments aussi à dire qu'on verra peut-être plus les cycles de 4 ans comme on les a connus. Mais si on se met à répéter une certaine pattern, j'ai envie de te dire, dans une fenêtre de timing qui est semblable à ce qu'on a connu par le passé, faudra aussi en prendre compte correctement, les gars, et pas essayer de s'endormir sur des nouvelles narratives, parce que c'est peut-être ça le piège, quoi. Ouais, totalement. Ils vont peut-être nous convaincre qu'il y a un changement de paradigme au moment le plus défavorable possible, quoi. Est-ce que ce serait surprenant de leur part? Christine Lagarde qui nous dit que finalement elle va adopter Bitcoin, et là c'est fichu après. Non, ça juste pour la science, cette news doit être un top de cycle. On est d'accord, je pense que ça c'est clair. Mais ça, ce sera uniquement parce que son fils aura racheté du BTC. Aussi, ouais. Exactement. Uniquement pour ça. Sinon, je vois pas d'autres solutions possibles. Sur Ether, écoutez, on a les mêmes bandes de prix
pareil, toujours basé sur le MVRV, mais cette fois d'Ethereum. Quand est-ce que trop d'investisseurs auront beaucoup de gains latents? Et peut-être qu'ici, enfin, en tout cas, ces graphiques vont en décevoir certains, parce que c'est pas du tout de mon ressort. Mais c'est vrai que les premières zones de surchauffe que l'on a, ça va être, bon, déjà, on va essayer de retrouver un point d'équilibre vers les 3 000 $, 3 200 $, qui, comme vous le voyez ici, n'était pas du tout un top hein, pour mars ou pour novembre-décembre, c'est ces zones-là, mais qui par contre nous servaient quand même de zones qu'il faut au moins retrouver pour que Ether soit quand même retrouve un peu encore plus de beaux jours. Donc c'est plutôt intéressant, parce que je crois que tout à l'heure je t'ai vu, juste avant que j'intervienne, je crois que je t'ai vu parler des 3200, donc on est vraiment Ouais. assez synchro là-dessus. Et par contre après, au niveau des targets sur Ethereum, ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir que la première zone de surchauffe, donc c'est pareil, c'est exponentiel. Vous voyez, la courbe, elle augmente petit à petit en fonction de l'évolution du prix. Donc on ne va pas s'arrêter dessus. Mais la première grosse surchauffe, c'est 3 988. Et on va dire la surchauffe ultime, pour l'instant, est à 4 900 quasiment. Donc en fait, c'est pas forcément des targets de 7 000, 10 000, tout ce que vous voulez. Comme vous le voyez, on peut très bien faire, encore une fois, on ne sait jamais, le scénario de 2021. L'argent afflue à gogo, la demande est incroyablement forte, plus que les deux derniers tops qu'on a eu, et Ether peut dépasser cette bande rouge que vous voyez ici et aller beaucoup beaucoup plus haut. Parce que si on se basait uniquement ici, on serait arrêté aux 800 $, alors qu'on est quand même monté aux 4 500. Donc c'est plutôt intéressant de le voir. C'est vraiment des premiers paliers sur lesquels il faudra faire attention, mais encore une fois, on va s'adapter, pardon, on va rester adaptable. On va s'adapter, on va pas être figé sur des targets. Là, c'est vraiment si le prix devait monter en ligne droite là dans l'heure qui suit, ce serait un bon point de surchauffe. Maintenant, si ça monte crescendo comme c'est arrivé ici, eh bien les targets vont s'adapter petit à petit. Mais c'est vraiment pour l'instant les targets que l'on a et sur lesquels personnellement comment on appelle ça, je ne ferai pas le mec qui croit à forcément que ça aille non plus faire un x2 aux 4 800 $. On verra ce que le marché nous dira, mais encore une fois, tout va s'adapter petit à petit, tout va se mettre en place. Voilà, ce sont les targets que je voulais vous proposer. Et puis, de mon côté, j'ai fini. Je pense que c'était déjà pas mal. Eh ben, Ouais, écoute, franchement, merci. top du top, hein. Merci à toi, Sapiens. Très très sympathique et à l'occasion, effectivement, n'hésite pas à repasser. On aura l'occasion voilà, Avec de plaisir. faire le Ça, point un c'est petit peu clair. sur l'évolution du prix là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des chances aussi qu'il y ait une accélération un petit peu maintenant si on clôture les daily, weekly au-dessus de la TH, que tout se passe bien. C'est Euh, ça. voilà, donc très très content d'avoir pu en tout cas en faire un épisode avec toi, vu que c'était le premier pour ma part. Yes, bah, premier avec toi aussi pour ma part. Donc, c'était plutôt Ah, la cool. bromance. Voilà, t'as vu ça. Mais non, non, moi, j'adore mettre justement comment on appelle ça, en parallèle l'on-chain avec le technique parce que pour moi, c'est vraiment complémentaire et en fait, ça nous aide à pas rester biaisé sur une vision et du coup, on arrive à Ouais. trouver, voilà, ça nous biaise dans le sens où on va renforcer notre conviction parce qu'on voit les mêmes choses, mais au moins, on sait très bien qu'on le fait on le fait dans les meilleures raisons possibles. On essaie juste de trouver soit des invalidations, soit des validations et pour l'instant, on trouve des validations, donc c'est plutôt cool. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps et ton expertise. Mon petit doigt me dit qu'on te reverra sur Wen très bientôt. Donc on va caler tout ça avec tes dispos. Grand merci à toi. N'hésitez pas. Alors, je vais essayer de l'afficher à l'écran, ton Twitter. N'hésitez pas à aller suivre Crypto Sapiens, bien sûr, sur YouTube, j'allais dire. Sur YouTube YouTube, aussi, d'ailleurs. Hein, ouais, t'as une chaîne YouTube, effectivement. Effectivement. je l'ai commencé il y a pas Et sur longtemps, ouais. Twitter également. Ah, bah cool. Allez-y. En tout cas, hop. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller le suivre aussi sur Twitter. Il publie régulièrement tout son sentiment de marché. Vous retrouverez justement ses vidéos, plein d'informations, un concentré d'informations intéressantes on-chain. Donc, si vous voulez débuter sur le on-chain, déjà, commencez par suivre ceux qui postent dessus. Et Crypto Sapiens fait partie des personnes très intéressantes en France à suivre. Donc, n'hésitez Bah, c'est pas, bien gentil. sûr, à aller le suivre. Bah, de rien, c'est avec grand plaisir. Moi, je suis ton contenu très régulièrement et j'en bénéficie au quotidien. Bah, c'est cool. En tout cas, n'hésitez Merci. pas non plus à me DM parce que je sais qu'il y en a qui sont intéressés de essayer de comprendre, comme tu l'as dit, à apprendre l'analyse on-chain et je vous réponds avec plaisir. Je vous donne
des liens sur lesquels. Alors là, c'est pas du scam, je précise juste. Je donne des liens vers lesquels voilà, vous pouvez aussi faire vos premiers pas dans l'analyse on-chain. Et du coup, c'est avec grand plaisir parce que c'est une discipline qui a vraiment tout l'avenir devant elle et qui doit se démocratiser. Donc du coup, Tout à voilà, fait. n'hésitez pas. Merci à tous, en tout cas, c'était vraiment cool. Merci à Super, toi, super. Merci Sapiens. à toi.